Lorsque la princesse Catherine est entrée au banquet d'État sud-coréen le 21 novembre 2023, les invités dans la salle ont retenu leur souffle. Mais sur Internet, la réaction a été encore plus spectaculaire. Les gens n'ont pas simplement été surpris, ils ont littéralement explosé de réactions, parce que posée sur sa tête se trouvait une tiare que presque personne, et je veux dire absolument personne, n'avait vue porter depuis près d'un siècle. La tiare Strathmore Rose, une couronne de roses sauvages, transformées en diamants et en argent. Un bijou si délicat qu'il semblait presque fragile, comme du givre du matin posé sur des pétales. Chaque rose était composée de couches de diamants finement sculptés, donnant l'impression que les fleurs poussaient réellement. Les experts en joaillerie royale, qui avaient passé des décennies à cataloguer chaque pièce du trésor britannique, ont admis quelque chose d'étonnant. Aucun d'entre eux ne se souvenait d'avoir vu cette tiare portée de leur vivant. Certains ont même pensé qu'il s'agissait d'une nouvelle création. D'autres ont supposé qu'elle avait été commandée secrètement. Mais la vérité était encore plus fascinante. Cette tiare n'avait tout simplement plus été portée en public depuis les années 1920. Et c'est à ce moment-là que tout le monde a compris quelque chose. Quelque chose avait changé, quelque chose de fondamental. Le roi Charles III venait de faire ce que sa mère n'avait jamais fait pendant tout son règne. Il avait ouvert les coffres. Et les personnes qui en profitent aujourd'hui semblent absolument ravies, parce que cette histoire ne concerne pas seulement de magnifiques bijoux, elle raconte un changement de caractère au sein même de la monarchie, un nouveau roi, avec une philosophie très différente sur la manière dont ces trésors doivent être utilisés. Pour comprendre pourquoi l'approche de Charles paraît presque révolutionnaire, il faut d'abord comprendre ce qu'il a hérité. Pas seulement une couronne, pas seulement des palais, mais plusieurs coffres remplis de l'une des collections de bijoux les plus extraordinaires de toute l'histoire humaine. Et la personne la plus responsable de la création de ces coffres remplis de trésors était une femme, la reine Mary, née princesse Victoria. Mary de Teck en 1867, Mary devint reine consort du roi George V en 1910. Et presque immédiatement, elle se lança dans une mission qui allait définir toute sa vie. Acquérir des bijoux, pas simplement accepter les cadeaux que l'on lui offrait, mais les rechercher activement. Lorsqu'elle admirait un bijou, elle le faisait savoir. Lorsqu'une famille possédait un héritage précieux, elle pouvait subtilement les encourager à le vendre ou à l'offrir à la couronne. Elle assistait aux ventes de domaines avec un objectif très clair. Elle commandait régulièrement de nouvelles créations. Elle travaillait avec les célèbres joailliers Garrard et d'autres maisons pour créer des diadèmes, des colliers et des broches correspondant exactement à sa vision de ce que devait porter une reine, pièce après pièce, année après année. Une collection commença à se former. Les émeraudes de Cambridge, la tiare Vladimir, la tiare des Girls of Great Britain and Ireland, les bijoux du délit d'Urbar. Chaque objet était soigneusement catalogué, conservé, protégé. Lorsque la reine Mary mourut en 1953, elle avait réuni une collection de bijoux qui aurait fait l'envie des plus grands musées du monde. Mais ce qui rendit sa décision encore plus importante, c'est la manière dont elle choisit de transmettre ses trésors. Elle ne les laissa pas seulement à des membres individuels de la famille. Elle en légua la majorité à la couronne elle-même. Ainsi, les générations futures de la monarchie auraient toujours accès à cet héritage étincelant. Et les coffres continuèrent de se remplir, encore et encore. Au fil des décennies, la collection continua de grandir. Lorsque la reine Élisabeth, la reine mère, mourut en 2002 à l'âge de 101 ans, ses propres bijoux vinrent enrichir encore davantage les coffres royaux. Parmi eux se trouvait justement la fameuse tiare Strathmore Rose, celle qui resterait invisible pendant encore 2 décennies. La même année,
La collection de la princesse Margaret fut également intégrée à l'ensemble après sa disparition. Et les acquisitions ne s'arrêtaient jamais. Les cadeaux, offerts par des gouvernements étrangers lors de visites d'État, les présents de mariage, les bijoux commémorant des couronnements, les pièces offertes lors de visites diplomatiques. Peu à peu, la collection de bijoux de la famille royale britannique devint gigantesque. Lorsque la reine Élisabeth II mourut en septembre 2022, cette collection était devenue si vaste qu'aucune personne ne pouvait raisonnablement porter toutes ces pièces au cours d'une seule vie. Il y avait des dizaines de diadèmes, des centaines de broches, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, assez pour remplir plusieurs salles entières dans les coffres situés sous Buckingham Palace et le château de Windsor. Et pourtant, pendant près de 70 ans, la reine Élisabeth II garda la grande majorité de ses trésors enfermés. Ce n'était pas par égoïsme, ce n'était pas par cruauté, c'était une philosophie. Élisabeth considérait que ses diadèmes, ses colliers et ses broches n'étaient pas seulement de beaux objets. Ils représentaient la continuité de l'institution monarchique. Chaque pièce créait un lien entre la monarchie actuelle et les générations précédentes. La reine Victoria, la reine Mary, la reine Alexandra. Elle traitait ces bijoux comme des symboles historiques. Et cela signifiait que beaucoup d'entre eux passaient des décennies dans leurs écrins de velours, vus uniquement par les conservateurs qui venaient parfois vérifier leur état. Prenez un instant pour imaginer cela. 7 décennies. C'est plus long que la durée de vie de nombreuses personnes. Et pendant tout ce temps, des catégories entières de bijoux royaux sont restées dans l'obscurité. Sous le règne d'Élisabeth II, l'accès aux coffres fonctionnait selon une hiérarchie très stricte. La souveraine elle-même avait bien sûr un accès complet, mais même elle utilisait cette collection avec retenue. Pendant toute la durée de son règne, elle porta régulièrement seulement une douzaine de ses diadèmes préférés, laissant les autres dormir dans les coffres. Pour les autres membres de la famille royale, les prêts étaient rares et très symboliques. Lorsque la reine prêta la tiare Cambridge Lover's Note à la princesse Diana, ce geste fut interprété comme un signe d'acceptation au sein de la famille royale. Lorsque Catherine porta la tiare Cartier à l'eau lors de son mariage en 2011, cela fut compris comme une véritable cérémonie d'accueil dans l'institution. Ces décisions n'étaient jamais simplement des choix de bijoux, elles représentaient des messages, des déclarations sur l'appartenance à la famille royale. Mais un élément restait constant. La décision appartenait toujours à Élisabeth. C'était elle qui décidait quelles pièces pouvaient sortir des coffres, et quand, sans négociation, sans discussion. Des diadèmes que la reine Mary avait portés dans les années 1920 et 1930 restèrent figés dans ces décennies. Des colliers qui avaient brillé dans les bals de l'époque édouardienne restèrent intouchés. Les coffres situés sous Buckingham Palace et Windsor Castle devinrent presque une capsule temporelle, remplie de trésors extraordinaires, mais largement fermée au présent. Élisabeth semblait croire que ces bijoux auraient peut-être un jour leur moment, avec un futur monarque. Et ce futur arriva finalement le 8 septembre 2022, et avec lui, une philosophie totalement différente. Lorsque la reine Élisabeth II mourut à Balmoral le 8 septembre 2022, Charles devint roi à l'âge de 73 ans. Il devint ainsi l'héritier le plus âgé à accéder au trône dans toute l'histoire de la monarchie britannique. Il avait attendu ce moment plus longtemps que n'importe quel autre prince de Galles avant lui. Des décennies d'attente, des décennies de préparation, des décennies à observer sa mère gouverner et avoir une collection de bijoux extraordinaires qu'il ne pouvait jamais toucher. Cette attente semble avoir façonné sa manière de voir les choses. Dès les premiers jours de son règne,
Les observateurs ont remarqué une énergie différente. Un roi qui semblait déterminé à marquer son règne rapidement, visiblement. Certains ont appelé cela de l'impatience, d'autres ont appelé cela de la lucidité. Parce qu'à 73 ans, le temps n'est plus infini. Et garder des trésors enfermés dans l'obscurité ne sert personne. Charles a donc pris une décision consciente sur le type de roi qu'il voulait être, surtout lorsqu'il s'agit des possessions les plus spectaculaires de la famille royale. Il a choisi la générosité. Les bijoux ont commencé à réapparaître presque immédiatement. Novembre 2022, seulement 2 mois après la mort d'Élisabeth II, Charles et Camilla accueillirent leur première visite d'État en tant que roi et reine consort. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa fut invité à Buckingham Palace, et le banquet d'État qui suivit offrit un premier aperçu de ce que pourrait devenir la collection royale sous le règne de Charles. Camilla apparut portant les bijoux du délit d'Urbar, un ensemble spectaculaire d'émeraudes et de diamants. La pièce principale était une grande broche créée pour la cérémonie impériale de Delhi en 1911. À l'époque, la reine Mary avait commandé plusieurs bijoux pour cet événement historique, mais beaucoup d'entre eux avaient rarement été vus depuis sa mort en 1953. Le fait que Camilla en porte un seulement quelques semaines après le début du règne de Charles envoyait un message très clair. Les coffres étaient en train de s'ouvrir, et Charles commençait par sa propre épouse. Puis vint un moment encore plus symbolique, le couronnement, le 6 mai 2023. Cette cérémonie confirma officiellement la position de Charles, mais aussi celle de Camilla. Elle était désormais reine consort, la femme la plus haut placée dans la hiérarchie féminine de la monarchie britannique, et les bijoux qu'elle commença à porter confirmèrent immédiatement ce nouveau statut. Lors de l'ouverture officielle du Parlement, Camilla apparut portant le diadème d'État de George IV, un bandeau emblématique, recouvert de diamants, qui traverse le front avec élégance. C'est le même diadème que la reine Élisabeth II portait depuis des décennies, celui que l'on voyait sur les pièces de monnaie, sur les timbres. Le voir sur la tête de Camilla était un message visuel très puissant. Voici la reine consort. Et lors des événements suivants, le schéma continua. Au dîner du Mansion House, en octobre 2023, Camilla porta la célèbre tiare Girls of Great Britain and Ireland. Les proches de la famille royale l'appelaient souvent la tiare de Granny, parce que la reine Élisabeth II l'avait portée plus souvent que n'importe quel autre diadème. Voir cette tiare sur une autre tête était presque surprenant, presque irréel. Les observateurs de la monarchie commencèrent alors à utiliser une expression particulière. Ils disaient que Camilla avait désormais libre accès au coffre. Et cette phrase décrivait parfaitement la nouvelle dynamique. Là où Élisabeth gardait un contrôle strict sur certaines pièces, Charles semblait avoir adopté une approche très différente, comme s'il avait donné à Camilla les clés des coffres, avec un simple message: explore, découvre, porte ce que tu aimes. Et Camilla semble clairement apprécier cette liberté. Le contraste est frappant. Lorsqu'elle était duchesse de Cornouailles, ses bijoux provenaient principalement de la collection Greville, une sélection relativement limitée. Mais en tant que reine consort, elle accède désormais à l'une des plus grandes collections de bijoux du monde. Le contraste est si fort qu'il ressemble presque à un avant-après. Voici ce qui se passe lorsque les coffres s'ouvrent. Voici ce qui se passe lorsqu'un roi décide que les trésors doivent être portés, et non pas simplement conservés dans l'obscurité. Mais l'approche de Charles devient encore plus intéressante lorsqu'on regarde ce qui s'est passé lors de ce fameux banquet d'État sud-coréen. Parce que si l'accès élargi de Camilla pouvait s'expliquer par son statut de reine consort, la tiare portée par Catherine ce soir-là racontait une histoire beaucoup plus profonde.
Lorsque Catherine est entrée dans la salle du banquet d'État sud-coréen en novembre 2023, la tiare qu'elle portait n'était pas simplement un nouveau bijou sorti des coffres. C'était une pièce que presque personne vivant aujourd'hui n'avait jamais vue porter. La tiare Strathmore Rose. Et son histoire remonte très loin. Elle fut créée dans les années 1920 pour Cecilia Bowes Lyon, comtesse de Strathmore et Kinghorn. Elle était la mère de celle qui deviendrait plus tard la reine Élisabeth, la célèbre reine-mère. Ce simple détail rend déjà cette tiare particulièrement importante dans l'histoire de la famille royale. Elle est directement liée à l'une des figures les plus aimées de la monarchie britannique du XXe siècle. Le design de la tiare est également très particulier. Contrairement à de nombreux diadèmes royaux plus anciens, qui sont souvent géométriques et très structurés, la Strathmore Rose possède un style beaucoup plus naturel. Son inspiration vient de roses sauvages. Les pétales de diamant semblent presque vivants. Le bijou donne l'impression d'être un bouquet délicatement posé sur la tête. Ce style correspond parfaitement à l'esthétique des années 1920, une période marquée par l'influence de l'art déco, mais aussi par un goût pour les formes naturelles et élégantes. La jeune Elizabeth Bowes Lyon porta cette tiare avant son mariage avec le duc d'York en 1923. À cette époque, elle était une jeune aristocrate écossaise très appréciée dans la haute société. La tiare brillait alors lors de bals, de soirées dans les grandes maisons de campagne et d'événements mondains. Mais lorsque son mari devint plus tard le roi George VI et qu'elle devint reine consort, la Strathmore Rose apparut de moins en moins. Peu à peu, elle disparut complètement de la vie publique. Au milieu du XXe siècle, la tiare n'était plus portée. Lorsque la reine-mère mourut en 2002 à l'âge de 101 ans, une grande partie de ses bijoux rejoignit la collection royale. La Strathmore Rose fut placée dans les coffres, et elle y resta, pendant des décennies. Les passionnés de bijoux royaux connaissaient son existence uniquement grâce à quelques photographies historiques. Mais beaucoup pensaient que la tiare avait disparu. Certains imaginaient même qu'elle avait été démontée. Dans le monde de la haute joaillerie, cela arrive parfois. Les diamants d'une ancienne pièce peuvent être retirés et utilisés pour créer de nouveaux bijoux. La forme originale se perd alors avec le temps. Personne ne s'attendait réellement à revoir la Strathmore Rose. Et pourtant, Charles décida autrement. Il alla chercher cette tiare dans les profondeurs des coffres royaux, un bijou que personne vivant aujourd'hui n'avait vu porter, et il le prêta à Catherine, pour un simple dîner d'État un mardi soir de novembre 2023. Ce choix révèle énormément de choses sur Charles. Il aurait pu laisser cette tiare dormir encore un siècle dans l'obscurité. Il aurait pu attendre un futur couronnement. Il aurait pu faire exactement ce que sa mère faisait, la conserver, et ne jamais la montrer. Mais il ne l'a pas fait. Il l'a confiée à sa belle-fille, avec un message implicite très clair. Porte-la. Charles a aujourd'hui plus de 75 ans. Le prince William est l'avenir de la monarchie, et Catherine sera un jour reine consort. En lui prêtant des pièces comme la Strathmore Rose, Charles fait quelque chose que sa mère faisait rarement. Il construit une relation avec la prochaine génération à travers ses bijoux. C'est une manière de dire: ces trésors vous appartiennent aussi. Commencez à les porter maintenant. Faites-les vivre. C'est une générosité qui a un objectif. C'est la vision d'un roi qui pense déjà à l'héritage qu'il laissera. Mais tous les membres de la famille royale ne réagissent pas de la même manière à cette nouvelle liberté. Prenons l'exemple de la princesse Anne. La princesse Anne, la sœur unique du roi Charles, est depuis longtemps l'un des membres les plus travailleurs de la famille royale. Année après année, elle figure presque toujours en tête du classement du nombre d'engagements officiels. Elle voyage constamment. Elle assiste à des événements à travers tout le Royaume-Uni et dans le monde entier. Elle arrive,
Elle fait le travail. Puis elle rentre chez elle. Sans drame, sans scandale, sans chercher les projecteurs. À bien des égards, elle est considérée comme l'un des membres les plus fiables de la monarchie moderne. Mais lorsque l'on observe ses bijoux, quelque chose devient immédiatement évident. Rien ne change. Décennie après décennie, Anne porte les mêmes pièces, encore et encore. Sa tiare de mariage de 1973, la broche en aigue marine qui appartenait à sa grand-mère, quelques broches et boucles d'oreilles que les observateurs royaux peuvent reconnaître de l'autre côté d'une salle bondée. Et pourtant, Anne a accès au coffre. Si elle demandait à porter un nouveau diadème, Charles accepterait probablement sans hésiter. Mais elle ne le demande pas. Elle ne semble pas intéressée par l'idée d'explorer les trésors cachés. Elle paraît parfaitement satisfaite avec les bijoux qu'elle possède déjà. Et cela révèle quelque chose d'important sur la générosité de Charles. La générosité nécessite un destinataire prêt à l'accepter. Charles peut ouvrir les coffres. Il peut encourager les membres de la famille à explorer la collection. Il peut rendre disponibles des pièces qui n'ont pas été vues depuis des générations. Mais il ne peut pas obliger quelqu'un à franchir la porte. Camilla l'a franchie avec enthousiasme. Catherine l'a franchie avec gratitude. Anne, elle, est restée exactement là où elle était. Ce n'est pas une critique. Sa constance fait partie de son identité. C'est même une des raisons pour lesquelles beaucoup de Britanniques l'apprécient. Mais cela montre que la nouvelle politique de Charles ne transforme pas tout le monde de la même manière. Certains membres de la famille royale profitent de cette nouvelle liberté. D'autres la déclinent simplement. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Parce qu'il existe une personne dans la famille royale dont la situation reste mystérieuse. Sophie, la duchesse d'Édimbourg. Sophie occupe une position assez étrange dans ce que certains observateurs appellent désormais la hiérarchie des bijoux. Pendant de nombreuses années, elle était connue sous le titre de comtesse de Wessex. Mais en mars 2023, son mari, le prince Édouard, reçut le titre de duc d'Édimbourg, un titre autrefois porté par son père, le prince Philippe. Sophie devint donc duchesse d'Édimbourg. C'était une promotion importante dans la hiérarchie royale, mais une question restait en suspens. Son accès aux bijoux royaux allait-il changer lui aussi? La situation de Sophie mérite qu'on s'y attarde un instant. Car si l'on observe objectivement son parcours, elle fait partie des membres les plus actifs de la famille royale. Chaque année, Sophie participe à des centaines d'engagements officiels. Certaines années, elle en accomplit même plus que la plupart des autres membres de la famille, à l'exception de la princesse Anne. Elle représente la couronne dans de nombreux pays. Elle soutient des causes difficiles et parfois peu médiatisées. La prévention de la cécité, la lutte contre les violences sexuelles dans les zones de conflit, des sujets complexes, souvent loin des projecteurs. Et elle le fait toujours avec discrétion et dignité, sans chercher l'attention, sans provoquer de polémique. Sophie est mariée au prince Édouard depuis 1999. Cela fait plus de 25 ans de service au sein de l'institution. 25 ans à représenter la monarchie. 25 ans à participer aux événements officiels. 25 ans à porter presque toujours le même diadème, son diadème de mariage. Une pièce florale délicate avec des éléments d'antémion offerte lors de son mariage avec Edward. C'est un bijou élégant, très raffiné, mais aussi extrêmement familier, parce qu'elle l'a porté tellement souvent que les observateurs royaux ont commencé à se poser une question simple. A-t-elle accès à d'autres diadèmes? Parfois, Sophie porte aussi la tiare-collier aquamarine de Wessex, un bijou ingénieux qui peut être transformé en collier ou en tiare. Mais ce n'est pas l'une des grandes pièces historiques de la collection royale. Banquet d'État après banquet d'État. Événement officiel après événement officiel.
Sophie apparaissait presque toujours avec le même diadème. Pendant ce temps, Catherine alternait entre la tiare Cambridge Lover's Note, la Lotus Flower et maintenant la Strathmore Rose. Camilla explorait les coffres et redécouvrait les bijoux accumulés par la reine Mary il y a plus d'un siècle. Et Sophie, elle portait encore et encore son diadème de mariage. Alors la question se pose naturellement. Pourquoi Charles n'a-t-il pas encore montré la même générosité envers Sophie qu'envers Camilla et Catherine? C'est une véritable énigme. Les conditions semblent pourtant favorables. Charles a déjà prouvé qu'il était prêt à ressortir des pièces oubliées depuis des décennies. Il a montré qu'il apprécie les membres actifs de la famille royale. Et Sophie a largement mérité sa place. Elle sert la monarchie depuis plus de 30 ans. Plus longtemps que Catherine n'est dans la famille. Plus longtemps que Camilla n'a été mariée à Charles avant qu'il devienne roi. Alors pourquoi cette différence? Plusieurs hypothèses existent. Peut-être que Charles se concentre simplement sur sa femme et sur l'épouse de son héritier. Peut-être qu'il ne réalise pas à quel point Sophie mérite aussi cette reconnaissance. Peut-être que Sophie est comme la princesse Anne. Peut-être qu'elle ne demande rien. Peut-être qu'elle est simplement satisfaite avec ce qu'elle possède déjà. Ou peut-être qu'il existe des dynamiques familiales que le public ne peut pas voir. La vérité est que personne ne le sait vraiment. Mais une chose est certaine. Chaque banquet d'État auquel Sophie participe, chaque événement officiel où les diadèmes sont appropriés, pourrait être celui où tout change. Sous Élisabeth II, son accès limité aux bijoux semblait permanent, une simple conséquence de sa position dans la hiérarchie. Mais sous Charles, les règles ont clairement changé pour d'autres membres de la famille. Reste à savoir si elles changeront aussi pour Sophie. Et cela nous amène maintenant à une question encore plus fascinante. Une question qui touche directement l'héritage de la princesse Diana et l'avenir de Catherine. Qu'est devenu le célèbre collier ras du cou en perles et saphirs de Diana? Et surtout, la nouvelle philosophie du roi Charles pourrait-elle enfin le faire réapparaître? Le collier en question est l'un des bijoux les plus reconnaissables que la princesse Diana ait jamais porté. Un collier composé de 7 rangs de perles, au centre duquel se trouve un immense saphir ovale entouré de diamants. Un bijou spectaculaire, impossible à oublier et profondément associé à l'image de Diana. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ce bijou n'était pas à l'origine un collier. Il s'agissait d'une broche. Une broche offerte à Diana par la reine-mère lors de ses fiançailles avec le prince Charles en 1981. Le bijou était magnifique, mais relativement traditionnel. Un grand saphir entouré de diamants. Le genre de pièce qu'une princesse pouvait porter sur le revers d'une robe ou d'un manteau. Classique, élégant, mais aussi très conventionnel. Et Diana n'était jamais vraiment conventionnelle. Au milieu des années 1980, elle prit une décision audacieuse. Elle emmena la broche chez Garrard, les joailliers officiels de la couronne britannique. Garrard servait la famille royale depuis le XIXe siècle. La maison avait été nommée joaillier de la couronne par la reine Victoria en 1843. Depuis lors, elle avait créé des couronnes de couronnement, des diadèmes royaux et certains des bijoux les plus importants de la monarchie. Ils connaissaient parfaitement les règles de la joaillerie royale. Et Diana leur demanda de faire quelque chose qui ne ressemblait pas du tout à une tradition royale. Elle leur demanda de transformer la broche, de la transformer en fermoir pour un collier ras du cou. Les joailliers attachèrent alors la broche à 7 rangs de perles parfaitement assorties. Chaque perle était sélectionnée pour sa taille, sa couleur et son éclat. Des centaines de perles formant 7 lignes élégantes autour du cou. Au centre, le saphir bleu profond captait immédiatement la lumière. Le résultat était spectaculaire. Un bijou qui mélangeait tradition et modernité. Des matériaux royaux classiques
transformée en une pièce audacieuse et contemporaine. C'était exactement le style de Diana. Elle respectait les traditions, mais elle savait aussi les transformer. Et ce collier devint rapidement l'une de ses pièces favorites. Elle le porta lors de certains des moments les plus célèbres de sa vie. Le 9 novembre 1985, lors du célèbre dîner d'État à la Maison-Blanche. Le président Ronald Reagan avait organisé une soirée spectaculaire en l'honneur de Charles et Diana. Ce soir-là, la princesse portait une robe de velours bleu nuit créée par le designer Victor Edelstein, et autour de son cou brillait le collier de perles et de saphirs. La couleur du saphir se reflétait parfaitement dans le bleu profond de la robe. Ce fut également ce soir-là que Diana dansa avec John Travolta, une scène devenue l'une des images les plus iconiques des années 1980. Les photographies firent le tour du monde. Diana dansant, Diana souriant, le collier captant la lumière sous les lustres de la Maison-Blanche. Elle le porta également lors du bal de l'America's Cup en 1986 et lors de nombreuses soirées de gala à la fin des années 1980. Contrairement à d'autres membres de la famille royale qui changeaient constamment de bijoux, Diana avait des pièces favorites, des bijoux qui avaient une signification personnelle, des bijoux qui lui correspondaient. Et ce collier faisait clairement partie de ses pièces. Mais Diana n'avait pas encore fini de surprendre le monde. En 1994, elle apparut lors d'un événement portant ce collier, d'une manière totalement inattendue. Pas autour de son cou, mais posé sur son front, comme un bandeau des années 1920. L'image était si surprenante qu'elle reçut même un surnom. Le Elvis Look, une référence aux coiffes spectaculaires, parfois portées dans certains spectacles. Cela montrait quelque chose de très particulier chez Diana, sa créativité, sa confiance, sa capacité à prendre un bijou que tout le monde connaissait et à le transformer complètement. Le collier était déjà une transformation, une broche devenue ras du cou, et Diana l'avait transformée une seconde fois. Pour elle, les bijoux pouvaient être bien plus que de simples accessoires. Ils pouvaient être une forme d'expression, une déclaration, presque une performance. Mais en août 1997, tout changea brutalement. Diana mourut dans l'accident de voiture à Paris, et avec sa disparition, son incroyable collection de bijoux entra dans une nouvelle phase. Après la mort tragique de Diana en août 1997, sa collection personnelle de bijoux fut transmise selon les termes de son testament. Elle avait laissé des instructions très claires. Ces bijoux devaient revenir à ses deux fils, le prince William et le prince Harry. Mais avec une idée très précise derrière cette décision. Ces bijoux devaient un jour être portés par leurs épouses. Diana voulait que ces trésors continuent à vivre, qu'ils soient transmis aux femmes que ses fils aimeraient, une manière de relier les générations. C'est ainsi que Catherine se retrouva plus tard avec l'un des bijoux les plus célèbres de Diana, la bague de fiançailles en saphir entourée de diamants. Lorsque William proposa à Catherine en 2010, il utilisa cette bague. Il expliqua plus tard qu'il voulait que sa mère fasse partie de ce moment heureux. Mais ce n'est pas la seule pièce de Diana qui réapparut. Meghan Markle reçut également certains bijoux. Par exemple, une bague en aigue marine que Diana adorait porter. Et pourtant, malgré ses héritages, un bijou très particulier n'est jamais réapparu. Le collier ras du cou au saphir et aux 7 rangs de perles. Pas une seule apparition, pas une seule photographie, pas une seule mention officielle. Depuis près de 30 ans. Ce silence rend le mystère encore plus intrigant. Car Catherine a souvent rendu hommage à Diana à travers les bijoux qu'elle porte. Elle porte la bague de fiançailles presque à chaque apparition publique. Elle a porté la tiare Cambridge Lover's Knot, la préférée de Diana,
lors de nombreux banquets d'État. Elle a également été vue avec certaines boucles d'oreilles de Diana, avec son bracelet de perles à 3 rangs, avec ses boucles d'oreilles en saphir et diamant. Ces choix ne sont pas accidentels. Catherine comprend très bien la puissance symbolique de ces bijoux. Elle sait que chaque apparition d'une pièce ayant appartenu à Diana touche profondément les admirateurs de l'ancienne princesse. Chaque fois qu'un bijou réapparaît, il rappelle l'histoire de Diana. Et pourtant, le collier ras du cou reste invisible. Peut-être le bijou le plus iconique de Diana, toujours absent. Voici ce que l'on sait avec certitude. Le collier appartenait personnellement à Diana. Elle avait elle-même transformé la broche en ras du cou. Après sa mort, il fut transmis à ses fils selon son testament. Et depuis août 1997, il n'a jamais été porté publiquement. Presque 3 décennies de silence. Mais il existe aussi des éléments que l'on suppose, sans pouvoir les confirmer. Beaucoup pensent que le collier se trouve aujourd'hui en possession du prince William, probablement conservé avec les autres bijoux destinés à Catherine. Mais aucune photographie récente n'existe, aucune exposition publique, aucune déclaration officielle. Et il existe encore plusieurs questions sans réponse. Le collier a-t-il nécessité une restauration après 30 ans? Les perles sont des matériaux organiques. Si elles ne sont pas entretenues correctement, elles peuvent se détériorer. Existe-t-il un accord privé entre William et Harry concernant certains bijoux? Catherine a-t-elle choisi de ne pas le porter pour des raisons personnelles? William lui a-t-il demandé d'attendre une occasion particulière? Ou existe-t-il des considérations institutionnelles autour d'un bijou si étroitement lié aux moments les plus célèbres de Diana? La vérité est simple. Personne ne connaît réellement la réponse. Mais une chose est certaine. Si ce collier réapparaissait un jour, l'attention mondiale serait immédiate. Aujourd'hui, tout le monde observe attentivement les prochains événements royaux, car chaque banquet d'État, chaque visite diplomatique, chaque grande cérémonie peut devenir le moment où un bijou oublié réapparaît. Les banquets d'État sont particulièrement importants. Ce sont les rares occasions où les diadèmes sont réellement attendus. Les caméras du monde entier sont présentes. Chaque détail est photographié. Chaque pierre précieuse est examinée. C'est là que les trésors sortent des coffres. Et depuis l'arrivée de Charles sur le trône, ces moments semblent plus imprévisibles que jamais. Camilla continue d'explorer les profondeurs de la collection que la reine Mary avait patiemment construite il y a plus d'un siècle. Catherine a déjà porté des pièces que personne n'avait vues depuis des générations. Et certains observateurs se demandent si Sophie pourrait un jour apparaître avec un diadème totalement inattendu. Mais au centre de toutes ces spéculations, une question continue de fasciner les amateurs de bijoux royaux. Le collier de Diana, quelque part, dans un coffre sécurisé. 7 rangs de perles parfaitement alignés. Et au centre, un saphir spectaculaire. Un bijou qui représente à lui seul l'élégance et l'audace de Diana. Un bijou qui a été transformé par elle et qui pourrait un jour être porté par la princesse qui lui a succédé dans le cœur du public. Si ce moment arrive, ce ne sera pas simplement une apparition de bijoux, ce sera un pont entre 2 époques, entre l'histoire de Diana et l'avenir de Catherine. Et dans le contexte du règne actuel, les conditions n'ont jamais été aussi favorables. Un roi qui préfère voir les trésors portés plutôt que cachés. Une nouvelle génération qui incarne l'avenir de la monarchie. Et un public toujours fasciné par l'héritage de Diana. Peut-être que ce moment viendra bientôt. Peut-être lors d'un futur banquet d'État. Peut-être lors d'un événement où les caméras du monde entier seront présentes. Peut-être un soir où Catherine apparaîtra dans une robe élégante, les épaules découvertes, et où, soudainement, la lumière se reflètera sur 7 rangs de perles et sur un saphir que le monde entier reconnaît instantanément. Si cela arrive, ce sera bien plus qu'un simple choix de bijoux. Ce sera un message.
Un rappel que l'histoire ne disparaît jamais vraiment. Elle attend simplement le bon moment pour revenir à la lumière. Et avec Charles III sur le trône, ce moment semble peut-être plus proche que jamais.